Alors, moi je suis Marie Caillac et je suis responsable pédagogique du programme Entreprendre au féminin de l'ESSEC. Alors, c'est un programme qui accompagne surtout les femmes qui sont en création de l'idée ou en développement. Donc c'est un programme qui a été créé par Viviane de Beaufort, qui est la responsable de tous les programmes Women à l'ESSEC. Donc à son initiative, elle avait fait déjà des études pour savoir quels sont les freins, pourquoi les femmes plafonnent à 30%, entre 28 et 30% d'entrepreneurs parmi les créations. Et pour quelles raisons ces femmes, elles sont toujours coincées un peu dans des toutes petites entreprises et puis elles s'essoufflent au bout de 2, 3 ans, 4 ans. Et voilà pourquoi donc, nous avons monté ce programme qui s'adresse à ces femmes pour un objectif très précis qui est aider les femmes à oser, à ouvrir leur champ du possible, à réseauter mieux, à chercher les meilleurs financements, à travailler sur leur posture et puis aussi évidemment trouver les bons partenaires et travailler en groupe parce que évidemment la solidarité, le collectif, c'est vraiment les meilleurs, ce sont les meilleurs accompagnants donc des femmes, des entrepreneurs femmes aujourd'hui. Voilà sur quoi nous travaillons donc à l'ESSEC. Donc c'est un programme court en présentiel mais qui dure quand même 6 mois et travaillant avec énormément de réseaux féminins, de partenaires, que ce soit des banques qui sont à côté de moi ici, ou des plateformes qui peuvent aider, des réseaux, beaucoup de réseaux. Et on travaille aussi évidemment avec ce qu'on appelle le social learning, c'est-à-dire l'apprentissage par les pairs, puisque les profils que nous choisissons pour les promotions sont là, sont très divers, et voilà pourquoi elles s'entraident et elles vont construire ensemble pour avancer ensemble. Je vais commencer par Christophe de Saint-Exupéry. Merci d'être là. Alors, vous êtes donc chef de projet marché professionnel, mais vous êtes ici, vous représentez donc la Caisse d'épargne qui s'est engagée et qui a engagé beaucoup d'actions en fait, pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Et quels sont les outils, en fait, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes engagé et expliquez-nous qu'est-ce que vous faites, quel est votre rôle là-dedans. Merci. Oui, alors notre engagement sur l'entrepreneuriat féminin est déjà relativement ancien. Il remonte à 7 ou 8 ans et il est lié au Salon des micro-entreprises. C'est dans le cadre du Salon des micro-entreprises que nous avons pris la décision de parrainer un forum de financement. Et d'entrée de jeu, nous avons décidé de consacrer une des conférences de ce forum à l'entrepreneuriat féminin. Et depuis lors, chaque année, on renouvelle cette conférence. Chaque année, on fait ça le compte. Ce qui a conduit les organisateurs du salon à se poser des questions, à se dire pourquoi est-ce qu'il y a un tel succès sur ce sujet-là. Donc ils sont venus me voir il y a 4 ans en me disant on constate que le sujet intéresse beaucoup, on constate qu'il y a peu d'informations sur ce sujet-là, et des informations qui sont parfois un peu négatives, notamment quand on interroge des femmes sur la création d'entreprise, 65% d'entre elles disent que le fait d'être une femme est un inconvénient, un handicap pour créer une entreprise et plus particulièrement pour obtenir un financement. Alors voilà, en tant que banquier, ça m'a interpellé. Je me suis dit 2 choses l'une. Soit c'est vrai, et dans ce cas-là, il faut franchement qu'on revoie nos pratiques de banquier, soit c'est faux, et il faut qu'on démontre. Donc on a pris le parti d'accompagner le Salon des micro-entreprises dans la création de la Journée nationale des femmes entrepreneurs. Et on n'a pas voulu se contenter d'être parrain, d'apporter un financement du projet, on a voulu mettre les mains dans le cambouis. Et donc on a pris la décision à l'époque de créer un baromètre des femmes entrepreneurs qui allait nous permettre justement de valider ou d'invalider les idées qui circulaient sur le sujet. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est d'invalider le fait qu'être une femme est une difficulté pour obtenir un financement. Il est exact que les femmes le pensent, ça on ne va pas le contester parce que ce sont des statistiques tout à fait valables qui l'ont démontré, mais il se trouve que c'est faux. C'est-à-dire que quand on observe la situation après création d'une entreprise, on se rend compte que les femmes, en moyenne, sont plus nombreuses à obtenir un financement de leur banque que les hommes. De le démontrer. Donc, depuis 3 ans, nous travaillons comme ça à essayer de démonter les idées reçues qui peuvent exister sur le sujet
mais aussi à valider certains autres éléments qui font les spécificités des femmes dans l'entrepreneuriat féminin. Et cette année, donc, nous menons notre 4e année d'études dans une démarche un petit peu différente. Je ne veux pas prendre trop de temps, donc j'y reviendrai si on a un peu de temps tout à l'heure, juste pour vous dire que c'est une démarche qui s'appelle un nudge et qui fait appel à de l'économie comportementale. Nous sommes au milieu de cette étude et si je n'ai pas l'occasion de vous en dire plus, au moins sachez que nous avons un document que nous pouvons vous remettre sur notre stand et que je vous invite à venir réclamer à partir de demain, puisque c'est demain la journée nationale des femmes entrepreneurs et c'est à partir de demain qu'on vous le remettra entre nous. Si vous nous demandez avant, parce que vous n'êtes pas là demain, on vous donnera aussi. Bon, merci beaucoup. En fait, maintenant, le banquier nous a parlé des freins. Il a trouvé qu'en fait, en financement, il n'y a pas vraiment beaucoup de freins de la part donc, des banquiers. Les freins existent quand même quelque part. Ils sont quand même, les résultats sont là, les conséquences donc, de ces financements que les femmes ne trouvent pas. Il y a une raison pour ça, il y a peut-être une posture. Est-ce que ça concerne une posture des femmes? Donc là, je vais me diriger vers Pascaline Lebert, donc, qui a écrit un livre qui s'appelle « Femmes, osez votre valeur ». Alors, moi j'ai une première question à vous poser. Comment la femme, elle pense déjà son patrimoine? Comment elle pense son argent? Alors ça c'est une question intéressante puisqu'on a fait des focus group avant de faire ce livre, près d'une quarantaine de femmes, et on a commencé en disant pour vous qu'est-ce que c'est que le patrimoine. Et on s'est rendu compte qu'elles pensaient patrimoine financier. Et elles avaient deux attitudes opposées, pour ou contre, avec des verbatims assez violents de temps en temps. Acheter de chasse, garder des hommes, etc. Et en fait pour moi, le patrimoine il est global, il est à la fois immatériel et matériel. Alors en ce qui concerne le patrimoine immatériel, bon, c'est les valeurs, les connaissances, le savoir-être, le savoir-faire, le capital santé, génétique, tout ce que vous voulez. Là aujourd'hui, les femmes sont très à l'aise sur la valorisation, je dirais, de ce patrimoine immatériel. La prise de conscience, elles en sont très conscientes, on est parmi les etc. Par contre, leur patrimoine financier, elles s'en occupent pas bien. Elles savent faire rentrer l'argent, mais elles s'en occupent pas et c'est un petit peu embêtant parce que soit c'est parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles ont plusieurs vies, hein, c'est toujours une femme à 3 vies, une vie de logisticienne, une vie de d'éducatrice, une vie, je dirais, de professionnelle, soit ça n'intéresse pas. Et en général, elles délèguent et je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'avec les aléas de la vie, c'est peut-être un peu dangereux de temps en temps de déléguer à des gens, il faut contrôler. Lorsqu'elle crée une entreprise, comme vous dites, elle est pour les fameux 3-4 ans, je pense qu'une femme, quand elle veut créer quelque chose, elle le fait souvent pour le sens. Et ce que je pense que ce qui est important, c'est qu'elle arrive à traduire ce sens et qu'elle le valorise, qu'elle le monétise. C'est-à-dire qu'elle arrive à se dire en elle-même, parce que je le vaux bien, un lauréat, et donc du coup, pour moi, ce qui est important, c'est que ce patrimoine immatériel, elle le valorise en patrimoine matériel. Pour les femmes entrepreneurs, alors je peux citer un extrait du rapport Nozeg et Eve, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui dit qu'en fait c'est les 50 chiffres, on va réfléchir à dire et penser. Aujourd'hui, les femmes ne possèdent que 1% du patrimoine mondial, 15% du patrimoine immobilier en France et uniquement 37% du patrimoine financier. Et ce qu'elles disent aussi, alors attendez, je vais sortir les chiffres. Hein. Alors il y a un autre chiffre aussi, un écart de rémunération de 15% tout au long d'une carrière, ajouté un différentiel du patrimoine de 500 000 $. Enfin, à l'échelle d'une vie, parce que 15% répartis sur 30 années, ça fait un demi-million quand même. Hein, bon, ça chiffre en général, ça allume les lumières quand je donne ce chiffre. Et aussi parmi les 7 femmes qui figurent dans le classement de Forbes de 2014, les 50 plus grandes fortunes mondiales, en fait, elles sont essentiellement des héritières. Et très peu des entrepreneurs. Et donc ça change. Voilà. Oui, merci. Bon, on reviendra. Moi, il y a quelque chose qui m'avait interpellée. Donc là, c'est effectivement ce manque en fait de patrimoine, hein, parce qu'elle n'a pas accumulé. Hein, il y a eu un manque de capitalisation pour qu'elle puisse investir donc, dans son business.
il y a une palette quand même disponible. Donc, Christophe nous en a parlé, vous avez de la banque. Maintenant, je vais voir avec Beryl Bess qui a monté une plateforme donc, de crowdfunding. Qu'est-ce que c'est déjà le crowdfunding? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quelle est la place donc, de ce crowdfunding dans la chaîne de valeur en fait, des financements? Donc, merci Marie. Bonjour à tous. Donc, je suis Beryl Bess et j'ai créé mayanona.com, plateforme de crowdfunding et maintenant de crowdlending à destination de l'entrepreneuriat féminin. Donc, le crowdfunding, c'est assez simple. Il y a 3 grandes familles. Là, il y a la famille de tout ce qui s'appelle don, mais dans le langage entrepreneurial, on va l'appeler précommande, prévente, don avec récompense. Et c'est là où c'est aujourd'hui, en termes de financement, le plus innovant, puisqu'on va dire je voudrais produire un bijou, un service, une chemise, un objet connecté, et on va pouvoir proposer à la foule, à Internet, de le précommander tout de suite pour pouvoir le produire ensuite. Donc ça permet un financement en avant de la mise en vente des projets. Après, vous avez toute la famille des prêts. Donc là, ça a 1 an. Le statut de l'IFP date du 1er octobre 2014. Donc aujourd'hui, ce sont des plateformes qui permettent d'obtenir des financements en direct. Et la banque a perdu un tout petit peu de son monopole, mais il y a encore de la marge parce que moi, j'ai pas encore sorti le livre, mais on est en train d'écrire un livre aux éditions Erol. Et le financement bancaire entreprise, c'est 150 milliards, le financement crowdfunding, c'est 150 millions. Donc on a encore de la marge. Ah ben voilà, c'est tout l'enjeu du livre, c'est de montrer cette complémentarité. Et puis la 3e grande famille, c'est l'equity, donc c'est l'investissement en capital. Et ça permet aujourd'hui de donner accès à des entreprises, on parlait de Spark-Up, ça permet de donner accès à des entreprises, à des levées de fonds qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire pour des fonds d'investissement classiques. Voilà. Ok, bon, je vais rester avec Beryl. Alors, ok, donc on a vu qu'il y a quand même des outils qui sont à disposition pour pouvoir combler un peu ce retard de financement qu'on n'aurait pas pu avoir par soi ou par héritage, etc. Pourquoi vous avez consacré cette plateforme à l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin et comment vous le faites et pour quelles raisons? Donc, Mayanona, c'est un parcours de vie en fait. Donc, j'ai commencé, j'étais bonne élève, bonne étudiante, j'ai fait une bonne école de commerce. Après, j'ai été bonne banquière, donc j'ai chargé d'affaires. Et puis, à un moment donné, j'ai été piquée par le virus de l'entrepreneuriat et donc j'ai démissionné et j'ai créé mon cabinet de courtage en crédit et en assurance. Et là, naturellement, pour développer mon business, je me suis tournée vers des réseaux mixtes. Et puis là, j'étais vraiment en décalage parce que tout devait aller toujours très très bien. Il n'y avait pas de place pour la vulnérabilité et je me sentais pas très à l'aise. Et donc, naturellement, je suis allée vers des réseaux féminins. Et là, ça a été vraiment une révélation parce que finalement, tout le développement de mon entreprise, je pensais que c'était lié, enfin de ma carrière, je pensais que c'était lié à moi et en fait, c'était lié à plein de femmes et plein de femmes rencontraient les mêmes freins que moi. Donc là, je me suis dit, il faut que je m'investisse, ça a justement donné du sens dans ma vie. Et je l'ai fait de manière complètement bénévole et associative. Et je me suis investie dans des associations, comme j'étais chargée d'affaires chez Pionnière. Je suis toujours bénévole chez Force Femmes. Je suis bénévole chez 100 000 entrepreneurs. Je suis adhérente d'Actionnel. Je travaille avec les SEC sur toutes ces problématiques. Et à un moment donné, automatiquement, ça m'a conduit à accompagner une créatrice qui m'a dit, Beryl, il faut que vous m'accompagniez dans ma campagne de crowdfunding. Donc me voilà partie en mai 2014 à la fête de l'SCP. Et là, ça a été une 2e révélation pour moi. Le crowdfunding, c'est vraiment un outil génial. Mais à la fin de la journée, je ne savais toujours pas où la mettre. Je me suis dit, mais où je vais la mettre, sur quelle plateforme? C'était problématique et du coup, j'ai eu l'idée de la créer. Voilà, donc toute l'expérience que j'ai acquise dans les réseaux féminins, je le mets au service de l'accompagnement et Mayanona, au-delà de l'outil crowdfunding, accompagne les femmes parce qu'on sait bien qu'elles ont besoin des réseaux, qu'elles ont besoin de structures pour lever tous ces freins qu'on a identifiés. Et donc on apporte de l'efficacité économique parce qu'il faut, mais dans la bienveillance. Et l'idée, notre valeur, c'est vraiment de dire que ça suffit que la femme soit l'actif économique le plus utilisé du monde, mais qu'on lui permette de se développer. Ça nous permettra surtout d'atteindre l'équilibre homme-femme et un développement pour tous, pas que pour les femmes. Voilà. Alors après, en termes de
d'innovation. On a lancé donc il y a 3 jours le prêt affinitaire. Donc ça c'est quelque chose de complètement innovant dans le monde du crowdlending puisqu'on a mis en place un prêt avec des critères de sélection qui sont différents de ceux des banques. Voilà. Et donc on a jugé, enfin toute cette construction, je l'ai faite par rapport à mon expérience de banquière, ces frustrations de temps en temps pour pas pouvoir accompagner les projets que j'aurais aimé vouloir accompagner. Et puis l'idée de dire qu'aujourd'hui une entreprise, la transformation numérique va tellement vite que plutôt que de juger sur des bilans passés, regardons la prospective, regardons les chiffres futurs et surtout la capacité de l'entreprise à avoir un management de qualité. Donc ça, on l'a pris en compte dans notre critère de sélection. Et puis la notion de réseau. Aujourd'hui, créer et développer une entreprise sans réseau, c'est pas la peine. Donc ça aussi, on l'a évalué dans nos critères de sélection. Donc voilà, donc au prêt affinitaire, Mayanona. Ben super, merci beaucoup. En fait, ça me fait rappeler un petit peu pourquoi nous avons aussi créé donc, ce programme entrepreneur féminin à l'ESSEC. Et nous focalisons sur 3 choses, surtout en fait. Évidemment, le financement, il faut que les femmes trouvent et elles arrivent à ouvrir les portes des financements, bien sûr. Et donc nous avons beaucoup de partenaires bienveillants et qui sont là pour aider à ouvrir donc, ces portes. Bien sûr, donc, la BPCE et la Caisse d'épargne, donc ici, qui est partenaire, et puis beaucoup d'autres banques qui nous accompagnent de la forme de crowdfunding. La deuxième vecteur donc, que nous portons aussi, qui est effectivement les réseaux. Vous venez de parler donc, de ces réseaux. L'objectif est d'ouvrir le plus possible, parce que c'est un des plus gros problèmes donc, de la femme entrepreneur qui est le réseau. Donc elle ne sort pas le soir, elle n'a pas le temps d'aller au Harris Bar et puis d'aller jouer au golf le dimanche pour essayer de décrocher les super affaires et les super partenariats. Donc il faut élargir donc, ces possibilités de réseautage. Et donc l'ESSEC met à disposition donc, des femmes entrepreneurs qui intègrent dans son programme la plateforme en fait, de réseau de l'ESSEC et de ses partenaires. Et ça c'est extrêmement important et surtout entre la solidarité entre les femmes qui sont là, donc, qui se soutiennent et une opération en fait, une campagne de crowdfunding. Un des premiers gains qui n'est pas annoncé comme ça, qui est la visibilité et le réseau en fait. La communication, elle est tellement plus simple après, puisqu'on est en train de promouvoir son produit en même temps qu'aller chercher donc, ses dons ou ses pré-ordres, enfin ses précommandes au départ. Donc il y a le réseau, il y a le financement, mais aussi il y a la posture. Alors la posture, c'est-à-dire où est-ce que je vais me positionner? C'est faire sauter tous ces codes, toutes ces barrières, ces freins moteurs, etc. Donc Pascaline, qu'est-ce qu'il faut en fait changer comme code? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben en fait, tout tourne, pour moi, tout tourne autour de la valeur. Donc quelque part, il faut arriver à ce que la femme se dépasse et qu'elle monétise dans sa tête, qu'elle capitalise sur la valeur qu'elle a. Donc, ce qu'on conseille en général, c'est d'avoir une démarche assez simple, c'est-à-dire je suis, donc je vaux. Donc analyser d'où on vient, pourquoi on vient, quelles sont nos valeurs et c'est l'environnement familial, qu'est-ce que ça a forgé pour nous, est-ce qu'on est à l'aise avec l'argent, est-ce qu'on n'est pas à l'aise avec l'argent. On s'est aperçu que des femmes, filles de profession libérale, médecins ou de chefs d'entreprise sont beaucoup plus familières avec cette notion de finance et beaucoup plus à l'aise à parler d'argent complètement. Et puis la deuxième étape, c'est de se dire je fais, donc je vaux. Donc vraiment valoriser tout le temps et oublier que, et pour moi, la valorisation globale du patrimoine, aussi bien matériel que patrimonial, dans une entreprise, il faut valoriser son capital humain et se dire, ben voilà, les services, combien est-ce qu'ils valent, comment est-ce que je les valorise, parce que finalement, si on ne le valorise pas pour soi, pour son entreprise, la valeur, elle va rester, elle va être captée par quelqu'un d'autre. Elle peut être captée par des fournisseurs, elle peut être captée par les clients ou les partenaires. Donc quelque part, il vaut mieux la garder pour soi et pour son entreprise. Je pense aussi que les femmes doivent, lorsqu'elles montent leur business plan, songer à la rémunération. C'est très important parce que quelque part, ne pas se dire qu'on ne va pas se payer, ça donne cette attrition où on travaille tellement qu'à un moment donné on se dit je fais tout ça pour ça, je vais faire autre chose, je vais revenir au salariat parce que finalement
je me suis perdue en fait dans ma valorisation, dans ma rémunération. Et puis à ce niveau-là, on a pris l'habitude de se protéger, des biens matériels. Si vous le voyez vous ici en tant que banquier, alors on achète son assurance voiture, etc. Moi je pense qu'il est très important aussi d'assurer le capital humain d'une entreprise. Donc d'abord rémunération pour le chef d'entreprise. Cette rémunération, elle est tripartite pour moi, hein. C'est la rémunération, la prévoyance et la retraite. C'est un tout à optimiser avec son expert comptable. Et surtout ne pas oublier, il y a des experts comptables qui ont trop valorisé les dividendes, sauf qu'un banque assureur, un assureur ne peut pas monter un contrat collectif de santé ou de prévoyance s'il n'y a pas de rémunération à la base, et pour la retraite, pareil. Il y a des tas d'outils comme ça de valorisation du capital humain d'entreprise et de motivation de l'entreprise qui passent par cette optimisation du triptyque rémunération, retraite et prévoyance. Voilà. Et puis, dernière chose, comme vous connaissez bien certainement, il existe des contrats hommes-clés. Ça veut bien dire quelque chose. Donc on va les appeler femmes clés. Hein. Mais voilà, ce que je voulais dire en fait c'est ça, c'est que quand on crée une entreprise en tant que femme, le but du jeu c'est capitaliser, réussir et pourquoi pas revendre. Et donc quand vous entendez tout ça, capitaliser, réussir, revendre, pour moi le plus petit commun dénominateur ça reste la valeur. Voilà. Donc c'est bien de faire d'aider les autres, mais à un moment donné, la femme entrepreneur doit cultiver son évolution positive, en se disant parce que je suis au centre de mon écosystème, que je suis bien financièrement, intellectuellement, à ce moment-là, je vais développer la valeur aussi pour les autres. Cette valeur doit passer par une valeur financière parce que puisqu'a priori, on est dans un monde capitalistique. Si on trouve d'autres choses, crowdfunding peut-être aidant, collaboratif, rajouté en bas vers ce genre de société mixte. Mais tant qu'on est sur ces valeurs capitalistiques, je pense que c'est important de prendre conscience que l'argent, c'est bien. C'est une façon d'être libre. Voilà. Et puis, comme disait Jessie Petrocchi, vaut mieux s'en occuper parce que sinon, c'est quelqu'un qui va s'en occuper à votre place. Permettez juste un mot sur la valeur, parce que j'abonde totalement dans votre sens. Le baromètre Caisse d'Épargne fait justement apparaître qu'une des spécificités des femmes, c'est d'attendre d'être certaine avant d'engager un projet, alors qu'un homme se dit j'engage le projet, je verrai ce que je peux faire après. Hein. Donc oui, j'abonde dans votre sens, osez, osez, osez. Je voudrais rajouter quelque chose sur la valeur, c'est que bien au contraire, c'est pas parce qu'on met du sens dans ce qu'on fait et qu'on apporte de la valeur morale que la valeur financière n'est pas obligatoire et qu'il faut vraiment la prendre en considération de manière vitale pour pouvoir donner justement pour pouvoir continuer à mener et à conduire ses valeurs quoi, et son sens. Encore un chiffre, hein, on parle de chiffres. En fait, une étude de l'OCDE, je crois, de 2012, dit que 68% du travail mondial est fait par les femmes. Ces femmes ne captent que 10% de la valeur. Alors, dans ces 68%, il y a ce travail non valorisé, non rémunéré des femmes à la maison. Et ça, c'est un autre. Oui, en effet, voilà pourquoi donc sur le programme, en fait, on travaille sur les fondamentaux. Bien sûr, on va travailler avec le marketing, l'aspect juridique, la finance, la stratégie, mais on va travailler aussi les réseaux sociaux pour essayer de s'exposer, d'aller chercher, et puis surtout de se challenger et d'apporter en fait cette vision, ce miroir en fait aussi des autres, pour qu'on puisse construire et capter cette valeur et montrer sa valeur, parce que c'est celle-là qui est valorisée sur le marché, et c'est celle-là que le partenaire, le client, le banquier, tout le monde achète. Hein, c'est qu'on aura construit, et le banquier aussi. Alors, moi j'aimerais quand même une question à monsieur le banquier, donc Christophe. Alors, vous soutenez le programme Entrepreneur féminin, alors pour quelles raisons est-ce que vous pouvez nous donner qu'est-ce que vous avez poussé à nous soutenir comme ça? Je répondrai à deux noms. Il y a d'abord les spécificités de ce programme. Je crois que c'est un programme qui est modulaire, donc qui permet une individualisation qui me semble très intéressante. C'est un programme qui est pragmatique, puisque vous faites appel à des professionnels. Donc on ne va pas partir dans des théories fumeuses, c'est vraiment le concret, le quotidien. Je pense que c'est aussi un programme qui est abordable. Vous avez eu le souci
et c'est fort louable de faire en sorte que les femmes qui portent des projets ne dépensent pas trop d'argent dans leur travail de préparation pour pouvoir le consacrer à leur projet. Et vous avez donc choisi des modalités pédagogiques qui permettent de tirer les billes à un niveau extrêmement raisonnable. Ça, c'est une excellente chose. Et puis, je dirais que pour nous, en tant que banquiers, il est évidemment tout à fait souhaitable d'orienter les porteuses de projets vers des réseaux d'accompagnement. Vous faites partie des réseaux d'accompagnement parce que ces porteuses de projets vont revenir ensuite vers nous avec des projets qui sont plus matures et plus solides. Donc on a tout gagné. Merci beaucoup de votre accompagnement. J'aimerais donner la parole à quelques minutes quand même à Emmanuelle Jarda, qui est ici. Emmanuelle, elle est directrice innovation et RSE chez Orange, mais elle est ici avec une casquette autre. Elle a lancé une initiative extraordinaire donc en amont du Women's Forum, qui se tiendra donc fin de semaine prochaine. Donc une initiative qui s'appelle Watt, donc c'est un collectif et tu vas nous expliquer un peu ce que c'est parce que c'est un projet que l'ESSEC soutient beaucoup et qui est soutenu par beaucoup d'autres réseaux dont tu vas nous parler et grandes entreprises. Voilà, merci Emmanuelle. Merci beaucoup Marie. Alors le collectif Watt, c'est un collectif de femmes qui sont engagées personnellement, qui font partie de grandes entreprises ou pas du tout, qui ont un boulot ou pas du tout. Et le but, c'est de faire un hackathon, donc de travailler avec des solutions numériques sur la cause des femmes. Donc en gros, on a fait le raisonnement que tous les sujets se faisaient ubériser. Maintenant, quand la relation client, on peut la traiter par des données, enfin bref, pratiquement tous les sujets, on arrive à trouver une solution numérique. Et en fait, en regardant tous les sujets liés aux femmes, à l'inverse, les chiffres ne changent pas. Donc l'idée, c'est de le faire en amont du Women's Forum, qui aura lieu la semaine prochaine, donc c'est lundi et mardi, plutôt que d'avoir toujours les mêmes discours en disant les chiffres de femmes, alors même si ça augmente parfois, c'est quand même très peu encore qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ont une place élevée dans leurs entreprises. Enfin, le nombre même de femmes qui sont diplômées de l'IT a baissé, c'était 36% en 1987 et c'est passé à 18% en 2014, donc ça a baissé drastiquement. Donc pour inverser la tendance, on s'est dit qu'on allait traiter de manière numérique tous les sujets liés à la cause des femmes, donc aux inégalités quelles qu'elles soient. Et donc on a réuni 30 personnes dans un collectif Watt et on fait un hackathon lundi et mardi. Il reste très peu de place, il y a 200 inscrits. Vous avez encore l'opportunité en allant sur le site. Alors vous pouvez déposer des idées. Il y a eu plus de 100 idées qui ont été déposées sur la plateforme Imagine Orange. Et puis sinon le site s'appelle Hack for Women. Enfin, vous allez trouver, si vous mettez Watt, Women Hackers Action Tank, vous allez trouver pour vous inscrire. Oui, merci Emmanuel. En fait, un hackathon, donc c'est quelque chose, donc c'est une rencontre qui dure sur 2 jours où il y a les personnes qui apportent des idées et d'autres personnes qui vont réaliser ces idées pour sortir donc au bout des 2 jours avec une solution. Et tout ça, c'est soutenu donc par des grandes entreprises et puis par une énergie folle et une communication très, très sympa, très importante aujourd'hui puisqu'elle est portée par, je peux citer peut-être quelques Alors que partenaire, effectivement, on a l'ESSEC, en plus avec toute la partie, je veux dire, le savoir-faire de l'ESSEC et tout le réseau en plus de l'ESSEC sur l'entrepreneuriat au féminin. On a Accor, on a Altran, on a Alcatel-Lucent, Crédit Agricole, qui publie des médias. On a Le Monde, qui est sponsor de l'événement aussi. Il y aura 2 pages du Monde qui vont sortir samedi ou lundi, ça dépend si vous habitez Paris ou pas. Surtout, parce que voilà, ça s'est fait, ce qu'ils apportent, c'est des lots super, parce que ce qui compte, c'est de l'accompagnement. Donc soit c'est un accompagnement, du coaching, des places en incubateur, des places dans les formations. Donc ça, c'est vraiment super pour accompagner les projets. Bon, c'est la première édition, je souhaite vraiment qu'il y en ait d'autres derrière et que voilà, moi j'aimerais terminer quand même avec une note quand même d'espoir et qui nous donne énormément d'espoir, nous surtout aussi à l'ESSEC, puisque on le voit, c'est la nouvelle génération des femmes.
la génération, ce qu'on appelle la génération Y. Donc cette génération-là, elle ose. Elle ne commence pas par une carrière, donc elle commence déjà très rapidement, elle saute le pas et elles ont vraiment envie d'entreprendre. Et elles ont fait déjà sauter donc les barrières, elles et les hommes qui les accompagnent, parce que les gens de cette génération-là, qui eux aussi participaient aux barrières évidemment, donc là ce sont des hommes et des femmes donc, qui veulent s'affranchir de cela. Donc il y a un livre qui sort qui s'appelle Les Y entreprennent, donc, qui est écrit par Viviane de Beaufort avec plein d'autres contributions. C'est un livre collaboratif avec beaucoup de contributions qui sont dans ce livre-là, qui va sortir début 2016 je crois. Et donc essayez de le regarder et puis surtout voilà, donc c'est un espoir. Là tu parlais donc de cette baisse, donc un peu d'énergie ou un pourcentage donc, qui est défavorable. Il y a quand même plus de 40% en fait, des générations Y qui veulent vraiment entreprendre. Et d'ailleurs, c'est l'objectif aujourd'hui donc, du ministère des droits de la femme, donc, pour que les femmes arrivent en 2017, ou l'objectif est 2017, c'est qu'on arrive à ce pourcentage donc, de 40% d'entrepreneurs femmes. Et j'espère que vous en ferez partie et nous sommes là pour vous aider et pour vous accompagner. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Et puis sinon, dans la salle, des questions? N'hésitez pas. Donc, il y a l'ESSEC, les études, le baromètre, le nudge qui sont en ligne. Voilà, pour toucher un petit mot du nudge. Alors, le nudge, en anglais, ça veut dire coup de coude. C'est l'équivalent du coup de pouce. L'idée, c'est d'arriver à identifier les moyens d'agir positivement et évidemment en toute intégrité sur les comportements. Donc là, en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, l'idée c'est de réaliser une étude qualitative très approfondie sur les freins et les leviers à la création d'entreprises par les femmes, pour pouvoir dans un second temps voir de quelle façon on peut agir pour inciter les femmes qui portent des bons projets, parce qu'évidemment il ne s'agit pas non plus d'inciter à se casser la figure, à franchir le pas et à aller au-delà des freins qu'elles peuvent rencontrer. Et ça ne va pas concerner uniquement le banquier. On ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec le pouvoir public. Le secrétariat d'État aux droits des femmes nous accompagne dans ce projet, ainsi que la plupart des réseaux d'accompagnement que vous avez évoqués tout à l'heure, donc Lumière, Force Femmes, Actionnel, France Active, France. J'en oublie sûrement, veuillez m'en excuser. Donc chacun a sa part à prendre dans cette démarche. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui au milieu du gué. L'étude qualitative est réalisée et elle est disponible. Vous pouvez retirer le leaflet qui en rencontre sur notre stand Caisse d'épargne ici au salon. Et nous entreprenons maintenant le travail pour déterminer quels sont les nudges que nous allons pouvoir mettre en œuvre. Quel numéro de stand? E5. E5 qui est là-bas, juste derrière, et le E9 qui est l'entrepreneuriat au féminin de l'ESSEC. Si vous avez envie de continuer la discussion, il n'y a personne derrière nous, donc on peut continuer un petit peu ici si vous le souhaitez. Sinon, nous sommes à votre disposition dans les stands. Merci beaucoup.